BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. C'est le sacro-saint moment d'Intégral Placement, le moment où toutes vos questions trouvent leurs réponses. Les réponses aujourd'hui de Jean-Philippe Dubosc, rédacteur en chef, tout sur mesfinances.com. Jean-Philippe, il a toujours la banane, Jean-Philippe. Bah oui, il fait beau. Oui, comme vous dites. Et vous êtes prêts pour les réponses aux questions ? Je suis prêt, Guillaume. C'est parti, alors on démarre avec cette première question d'un téléspectateur, c'est Bernard. Bernard a un article 83, on parle donc de retraite, il a un article 83 et il se demande s'il peut débloquer cet article 83 pour acheter sa maison. Alors oui, alors il faut rappeler ce qu'est un article 83 parce que tout le monde n'en a pas. Un article 83, alors pourquoi on appelle ça article 83 ? Parce que c'est l'article du Code général des impôts qui réglemente ce dispositif d'épargne retraite d'entreprise. En fait, c'est un dispositif de retraite supplémentaire à cotisation définie. C'est-à-dire qu'en fait, les cotisations ont été fixées en fait par un accord d'entreprise. Il y a une part des cotisations qui est prise en charge par l'employeur et l'autre partie, le salarié est obligé de cotiser. Donc c'est très intéressant d'ailleurs l'article 83. Et effectivement, Bernard, non, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas débloquer puisque comme tous les produits d'épargne retraite, vous savez, ils sont bloqués jusqu'au départ à la retraite. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de déblocage anticipé pour l'achat de la résidence principale, comme c'est le cas pour le PERCO. Je pense que c'est pour ça en fait qu'il y a une petite confusion. Le PERCO, alors là, c'est l'épargne salariale, c'est le plan d'épargne retraite, c'est le plan d'épargne pour la retraite collectif qui lui permet effectivement un déblocage anticipé pour l'acquisition de la résidence principale. Ceci dit, Bernard, la loi Pacte, le projet de loi Pacte va prévoir l'extension de ce déblocage anticipé pour l'acquisition d'un premier bien immobilier. On parle de premier bien immobilier. D'ailleurs, la question se pose, est-ce que du coup, c'est que la résidence principale ou pourquoi pas l'immobilier locatif, qui peut être un premier bien immobilier ? Voilà. Tout ceci, on va le savoir, mais pas tout de suite, Bernard, parce que le texte, le projet de loi Pacte a été bien adopté à l'Assemblée nationale, mais il faut attendre le Sénat, c'est en janvier, puis il y aura une petite navette, il y aura une seconde lecture, et surtout, c'est un texte qui a la particularité de laisser beaucoup de zones d'ombre qui vont être précisées par décret ou par ordonnance, qui vont être publiées dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi, ce qui fait une entrée en vigueur au mieux fin 2019, voire début 2020. Donc Bernard, je connais pas votre projet, mais peut-être que ça vaut le coup d'attendre et peut-être que vous pourrez débloquer votre article 83 pour acquérir un bien immobilier. Oui. En même temps, ce qu'il doit se dire, c'est que il voudrait peut-être acheter sa maison maintenant tant que les taux sont hyper bas. Tout à fait. Et puis il y a aussi un autre souci, c'est qu'on il faudrait faire la loi pour lui. Voilà. Mais oui, c'est un concitoyen. Mais non. Et puis il y a aussi dans les zones d'ombre, il y a par exemple, on ne connaît pas la fiscalité qui va être appliquée sur ces fameux déblocages anticipés pour biens immobiliers. On parle, je dis bien on parle, mais c'est pas sûr encore. Tout ça c'est du conditionnel. Qu'en fait, ça serait le capital. Donc là, je ne parle pas des gains, ça serait le capital qui serait imposé. Si c'est le cas, c'est pas un déblocage très intéressant. Comme vous dites. Voilà. Et sur le PERCO, actuellement, qu'est-ce qui est fiscalisé parce que pour le PERCO, on peut sortir de façon anticipée, mais on est fiscalisé là aussi ? Alors oui, on est fiscalisé pareil sur effectivement le capital après l'abattement de 10%, mais c'est au taux de 7,5%. Donc ça reste intéressant, alors que, mais encore une fois, là je parle au conditionnel parce que rien n'est sûr, on parle du barème progressif de l'impôt sur les revenus, et là si vous êtes par exemple au taux à 45%, c'est pas du tout intéressant. Ça serait peut-être pas intéressant. Bon, voilà, Bernard, il va falloir d'abord être patient et se conformer au calendrier législatif et ensuite attendre de voir quelles sont donc les précisions. Odile, pour être sûre que ses enfants héritent de son contrat d'assurance vie, elle se demande s'il faut qu'elle le précise dans son testament. Alors surtout pas, Odile. Ne faites surtout pas ça. Il y a eu d'ailleurs une jurisprudence qui est parue il n'y a pas très longtemps. Odile, en fait, si vous faites ça, ce qui est dommage, c'est que dans ces cas-là, le contrat d'assurance vie va être intégré à votre succession. Ça veut dire que vos héritiers, vos enfants là en l'occurrence, vont devoir payer des droits de succession sur les capitaux du contrat d'assurance vie. Et c'est vraiment dommage parce que justement, l'un des avantages de l'assurance vie, c'est que l'assurance vie est considérée comme étant hors succession. Et à ce titre, a des avantages fiscaux très intéressants, puisque comme vous le savez, les capitaux bénéficient d'un abattement, donc d'une franchise d'impôt à hauteur de 152 500 € par bénéficiaire
désigné pour les primes versées avant les 70 ans du souscripteur, c'est un peu compliqué, je l'avoue, et pour les primes versées après les 70 ans du souscripteur, là l'abattement est de 30 500 € et il est commun à tous les bénéficiaires. Mais quand même, ça fait on va dire des belles primes, des beaux capitaux, ça serait dommage que vos enfants soient taxés alors que encore une fois, il y a la possibilité pour qu'il ne le soit pas. Oui. Donc, Odile, par pitié, mentionnez pas le contrat d'assurance vie. Ce dont elle veut être sûre, Odile, c'est que tout le monde sache bien qu'il y a un contrat d'assurance vie, etc. C'est pour éviter la déshérence. Comment on fait dans ces cas-là? Alors, elle veut qu'il y ait une tierce personne qui sache que ce contrat existe. Oui. Alors, elle peut le dire à son notaire, mais sans que ça soit intégré au testament, et comme ça, le notaire sera au courant au moment de son décès, mais aussi, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2018, en fait, tous les notaires ont accès au FICO-Vie, qui est un fichier. Donc avant, il y avait le FICO-BA pour les comptes bancaires, mais maintenant, il y a le FICO-Vie pour les comptes d'assurance vie. Donc c'est un fichier, c'est une énorme base de données où, en tant que notaire, ils ont un accès. Et en fait, en entrant le nom du défunt, eh bien, ils savent si ils ont souscrit ou non un contrat d'assurance vie et auprès de quel assureur. Et du coup, le notaire contacte les assureurs, voit la clause bénéficiaire et voit quels sont les bénéficiaires des capitaux. Eh bien voilà, Odile, quelques éléments de réflexion. Voilà, et chacun peut d'ailleurs aller voir sur un site s'il est éventuellement le bénéficiaire, sans le savoir, d'un éventuel contrat en déshérence. Oui, c'est le site Cyclade. Voilà, Cyclade, exactement. Je suis en train de chercher là. Et c'est entièrement gratuit et je l'ai testé, c'est très efficace. Non. Si. J'ai pu comme ça récupérer un vieux livret A. J'avais complètement oublié que je l'avais et j'ai pu récupérer les sommes. Oui, et on peut même découvrir si le contrat ou le placement d'un arrière-grand-père complètement oublié par tout le monde peut vous revenir. Ah on rêve de l'oncle d'Amérique, richissime. Ouais. Bon, l'oncle d'Amérique encore, mais le grand-père, si on l'a oublié, c'est qu'on est vraiment un mauvais fils. Avec les familles recomposées, maintenant ça commence à devenir compliqué. Ça c'est vrai. Jean nous écrit aussi. Alors Jean, lui, il a un contrat de retraite. On revient à la retraite Madelin. Oui. Qu'est-ce qui est le risque s'il ne cotise pas cette année compte tenu de l'année blanche fiscale? Oui. Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de souscripteurs qui se la posent, cette question. Donc, encore une fois, on ne va pas rappeler, mais enfin, c'est quand même un petit peu important. L'année blanche fiscale, c'est lié au prélèvement à la source pour éviter qu'il y ait une double imposition en 2019 au titre des revenus de 2018 et des revenus de 2019. Il va y avoir un crédit d'impôt qui va annuler les revenus perçus en 2018. Mais du coup, il n'y a pas de déduction fiscale. Or, le contrat Madelin, comme le PERP et comme les autres produits d'épargne retraite, permettent de déduire les cotisations versées des revenus à déclarer à l'administration fiscale. D'où la question de Jean. Alors, Jean, le contrat Madelin est très particulier parce que le contrat Madelin, en fait, il y a une cotisation obligatoire qui est prévue dans le contrat Madelin et dont le montant est fixé au moment de la souscription. Jean, si vous n'honorez pas la cotisation obligatoire en 2018, votre contrat va être mis en ce qu'on appelle, il va être mis en réduction. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de là, vous ne pourrez plus alimenter votre contrat, ce qui est un petit peu dommage. Mais pire, c'est-à-dire que après votre départ à la retraite, la rente va se voir appliquer un taux de réduction. En gros, elle va être minorée. Donc c'est vrai. Donc il y a une double pénalité. Donc Jean, moi je vous conseille de verser votre cotisation obligatoire. En gros, vous n'avez pas vraiment de choix. Et comme on le disait tout à l'heure, si vous avez des revenus exceptionnels, vous pourrez toujours déduire vos cotisations Madelin de vos revenus exceptionnels qui, eux, seront bien imposés en 2019. Bon, très rapidement, est-ce qu'on peut répondre en quelques secondes à Hélène? Est-ce qu'elle peut signer un compromis de vente sans passer par un notaire? Donc Hélène, j'imagine que vous parlez d'un compromis de vente d'un bien immobilier. Donc oui, Hélène, on a le droit de signer entre le vendeur et l'acquéreur sans passer par un notaire, sans passer par une agence immobilière, si la vente est réalisée dans les moins de 18 mois, à part que je vous préviens, c'est très compliqué, le document est très compliqué, il y a plein de pièces jointes à joindre, justement. Quelle galère. Quel risque aussi. Et du coup, vous avez un risque, parce que si vous n'avez pas toutes les pièces, si vous n'avez pas tout bien fait, le compromis peut être contesté devant la justice. Or, sachez que si vous passez devant un notaire, généralement, en fait, il ne vous fait pas payer en fait, le compromis de vente, en sachant qu'en revanche, ça sera auprès de lui, bien sûr, que vous allez confirmer la vente.
Merci beaucoup Jean-Philippe Dubosc donc pour Tout sur mes finances.